Alors on va démarrer ce dernier cours, malheureusement, de relativité. On va essayer d'aborder le minimum de la dynamique. Donc la dernière fois, ce qu'on avait vu, c'était euh, la formulation géométrique de la transformée de Lorentz avec la rapidité, etc. Mais on avait commencé à construire des quadrivecteurs. Et en particulier, on s'était évidemment intéressé au quadrivecteur vitesse. J'avais noté avec deux flèches pour bien préciser que ce n'est pas un vecteur de l'espace 3D, mais un vecteur de l'espace 4D. Enfin, c'est juste un truc graphique, mais rapidement, vous utiliserez la notation que vous voulez pour ces vecteurs. Enfin, en tout cas, ce qu'on avait vu, c'est que le quadrivecteur vitesse a pour composante spatiale gamma c et pour composante, pour composante temporelle gamma c et pour composante spatiale gamma v, où ce gamma, c'est bien sûr le gamma du v en question. Donc, c'est-à-dire 1 sur racine de 1 moins v2 sur c2. Norme de la vitesse spatiale, pour le coup. C'est l'intérêt aussi d'avoir une autre notation. Ça, c'est le vecteur vitesse spatiale, donc dr sur dt. Et le point clé, c'était que ce vecteur dr sur dt, il dépend du référentiel, mais de deux façons pas très agréables. Bien sûr, la vitesse dépend du référentiel, c'était vrai aussi pour Newton. Mais ici, la variation de la position par rapport au temps, c'est par rapport au temps du référentiel dans lequel il y a cette variation de position. Or, donc, cette variation de position dépend du référentiel, en particulier dans le référentiel de la particule, il n'y a pas de déplacement du tout, donc dr vaut 0. Mais, donc, évidemment, dr dépend du référentiel, mais dt n'est pas un universel, comme c'était le cas en physique newtonienne. Donc, en fait, ce qu'on a vu, c'est que ce quadrivecteur vitesse, pour en faire un objet qui caractérise la particule, indépendamment d'un choix de référentiel, eh bien, il faut le définir. Enfin, on avait introduit comme ça, et on avait vu que ça, finalement, ce n'est rien d'autre que la dérivée du vecteur position dans l'espace 4D, dans l'espace-temps 4D de Minkowski, x, alors on peut faire une perspective à 2 dimensions, puis la troisième, je ne sais pas où la mettre, yz. Donc dérivée de la position dans l'espace-temps, donc ça c'est Ct et R, voilà dans le référentiel R, évidemment dans un référentiel R', ce sera Ct', R', très bien. Dérivée donc par rapport, non pas au temps d'un référentiel particulier, parce que c'est complètement arbitraire, mais au temps propre de la particule en question. Et donc si on reprend l'image, alors je vais me remettre à 2D, x et ct, la particule a une trajectoire dans l'espace-temps, enfin il ne faut pas qu'elle aille plus vite que la vitesse de la lumière, donc on va dire quelque chose comme ça, voilà, elle peut revenir sur ses pas, je ne sais pas quoi. Cette trajectoire, c'est sa trajectoire, la trajectoire de la particule, et l'abscisse curviligne, vous vous souvenez, le long de cette trajectoire, marque le temps propre de la particule, puisque pour la particule, il n'y a pas de déplacement dans l'espace, donc le seul déplacement dans l'espace-temps pour cette particule, c'est un déplacement dans le temps. Vous vous rappelez ce que j'avais dit, le temps, c'est la direction dans laquelle on se déplace quand on ne se déplace pas, c'est-à-dire dans laquelle on se déplace dans l'espace-temps quand on ne se déplace pas dans l'espace. Donc, il y a une coordonnée naturelle le long de cette trajectoire, de cette ligne d'univers, comme le long de n'importe quelle ligne d'univers, mais pour une particule donnée, il y a une coordonnée naturelle le long de sa ligne d'univers qui est précisément son temps propre. Donc taux évolue, là on a un certain taux 1, taux 2, taux 3, et puis donc pendant un petit intervalle des taux, la particule se déplace, donc là, je vais appeler ça taux et puis taux plus des taux, la particule se déplace dans l'espace-temps de
dr, et sa vitesse dans l'espace-temps, c'est-à-dire son changement de position dans l'espace-temps par unité de temps propre, eh bien, c'est précisément sa vitesse, sa quadrivitesse. Donc, c'est un vecteur à 4 dimensions qui, du coup, est un absolu. C'est la vitesse de la particule dans l'espace-temps. C'est indépendant du référentiel, contrairement d'ailleurs à la vitesse à 3D qui était dépendante du référentiel. Là, ce qui est très fort, c'est qu'en passant à 4D, on met la main sur un objet qui est une vitesse, qui correspond à une vitesse, mais qui est complètement indépendant du référentiel, puisqu'un référentiel n'est rien d'autre qu'un choix de système de coordonnées. Donc on a un objet vectoriel, dans un espace vectoriel à 4 dimensions, qui est indépendant du système de coordonnées, donc du référentiel. Et cet objet, il est ce qu'il est, et évidemment, il a dans chaque référentiel, c'est-à-dire dans chaque choix de système de coordonnées lorentzienne, certaines coordonnées qui sont précisément pour la partie temporelle gamma c et pour la partie spatiale gamma v, où v est la vitesse du corps dans le référentiel en question. Donc ça c'est dans R, où v est la vitesse de la particule dans ce R-là. Et le gamma, c'est le gamma de ce R. Bon, voilà ce qu'on avait vu. Et ce qu'on avait dit, c'est que si on veut décrire la réalité physique et la manière dont les systèmes évoluent, se comportent, interagissent entre eux, la manière dont une particule, enfin un système, va réagir à des forces extérieures, enfin toute la physique, donc l'évolution des systèmes dans l'univers, donc au sein de l'espace-temps. Si on veut écrire ça d'une manière justement indépendante de notre choix de système de coordonnées, donc de notre choix de référentiel, et ça doit bien être le cas, puisque le monde évolue sans savoir comment nous, on le regarde, par rapport à quoi on rapporte les positions, les vitesses, etc. Donc si on veut écrire les lois de la physique d'une façon universelle, indépendante de la manière dont on le regarde, alors ces lois doivent faire intervenir des grandeurs qui justement sont indépendantes du référentiel, et ces grandeurs sont soit des scalaires. Ce qu'on appelle un scalaire, c'est quoi? C'est simplement un objet, une grandeur physique, qui est ce qu'elle est, point. Et c'est un nombre qui est indépendant, c'est un nombre qui est indépendant, effectivement, du système de coordonnées, c'est-à-dire que si on change de référentiel, le nombre, il vaut toujours ce qu'il vaut. Alors, par exemple, comme scalaire, on a la masse, on a la charge d'une particule. Alors encore faut-il vérifier, on peut dire d'une certaine façon que c'est une propriété de la physique que la charge est invariante par changement de référentiel. Alors c'est très bien vérifié expérimentalement, je ne sais pas, je me demande si c'est pas 10 moins 15 ou quelque chose comme ça, enfin donc il y a une façon de vérifier ça, la masse aussi, mais en fait, donc la masse, la charge d'une particule sont des caractéristiques intrinsèques de la particule. Ce sont des attributs de cette particule qui définissent la particule en quelque sorte, et par conséquent, elles sont ce qu'elles sont, peu importe la manière dont on les regarde. Donc ce sont des invariants par changement de référentiel. Donc on a ces scalaires qui sont des grandeurs, donc des nombres en fait, parce qu'un autre scalaire invariant, je ne sais pas, c'est le nombre 3. Bon, d'accord. Donc voilà, les scalaires, bon, vous savez ce que c'est qu'un scalaire, mais il faut comprendre qu'un scalaire dans l'espace 4D, disons, là, on va utiliser la notion de scalaire généralisée à un espace 4D, c'est-à-dire que ça ne doit pas juste être invariant par rotation dans l'espace, mais par changement de référentiel global, par transformation de Lorentz, si vous voulez, dans l'espace-temps. Donc, y compris avec les rotations hyperboliques qui mélangent espace et temps. Donc, il y a les scalaires, et puis les autres donc, grandeurs, justement, absolues, invariantes, qui sont ce qu'elles sont dans l'espace-temps, ce sont justement les quadrivecteurs. Leurs coordonnées dépendent du référentiel, mais les quadrivecteurs sont ce qu'ils sont. Et puis après, on a des tenseurs. Alors, je ne remets pas quadri à chaque fois, et ça peut être quadri,
tenseur de rang quelconque. Et comme vous le savez sans doute, je pense que vous avez... Je ne sais pas si vous avez vu la forme tensorielle des équations de Maxwell, qui sont justement sous une forme explicitement relativiste. On utilise des tenseurs de rang 2. Bon, je ne rentre pas dans ces détails, ce n'est pas l'objet ni de ce cours-là, ni de ce cours global de relativité, d'introduction. Mais voilà, donc les lois de la physique vont s'écrire sous la forme, typiquement, quadrivecteur égale quadrivecteur. Si on fait ça, si on a une loi de la physique qui s'écrit un certain quadrivecteur est égal à un autre quadrivecteur, eh bien, cette loi est nécessairement invariante par changement de référentiel, puisqu'elle est écrite d'une façon qui ne dépend pas du référentiel. Maintenant, on pourra la traduire, cette loi, au sein de chaque référentiel qu'on veut. Donc, ça ne nous empêche pas de faire de la physique qui nous est accessible immédiatement, avec un temps bien défini qui est le temps de notre chronomètre, et puis l'espace défini dans le référentiel qu'on choisit. Donc, on peut traduire ces lois-là au sein de chaque référentiel et voir si elles sont vérifiées, etc. Mais le simple fait d'écrire la loi physique sous cette forme-là garantit qu'elle vérifie donc le principe de relativité. Or, c'est précisément le principe de relativité qui nous dit que les lois doivent être invariantes par changement de système de coordonnées dans l'espace-temps, donc de référentiel. Et donc, en fait, les lois de la physique doivent s'écrire comme ça. Ce qui veut dire que la loi standard de la relation fondamentale de la dynamique dp sur dt égale f ne peut pas être une loi telle qu'elle, une loi universelle de la physique. F est un vecteur 3D. Si je change de système de coordonnées, en quoi se transforme-t-il? Je ne sais pas trop. P aussi. Et surtout, dt, ici, dépend du référentiel choisi. Ce n'est pas un temps universel. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment généraliser cette loi de la mécanique, de la dynamique, enfin, de la mécanique, mais spécifiquement de la dynamique, à la situation quadridimensionnelle que l'on rencontre en relativité, c'est-à-dire avec la géométrie de notre espace-temps, la vraie géométrie de notre vrai univers. Enfin, en négligeant la courbure de l'espace-temps, on ne fait pas de gravitation, on suppose qu'on est dans un champ de gravitation nulle, oui. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va néanmoins utiliser cette intuition fondamentale qui est l'intuition de Newton, et qui est liée, comme je l'avais rappelé la dernière fois, à la loi d'inertie, qui dit que si on n'agit pas sur un corps, eh bien, il garde sa vitesse, donc la dérivée de sa vitesse est nulle. Et par conséquent, si dv sur dt n'est pas nul, c'est précisément parce qu'une force a agi. Voilà. Alors, dans la version quadridimensionnelle, je l'ai déjà discuté la dernière fois, dire qu'un objet subit aucune force garde sa vitesse par rapport à un référentiel galiléen, il faut préciser ça dans les lois newtoniennes, galiléennes. Dans l'espace-temps, comment ça se traduit? Eh bien, ça se traduit par le fait qu'une particule sur laquelle ne s'exerce aucune force, ou une somme des forces nulles, ce qui revient au même, a une trajectoire dans l'espace-temps qui est une droite. Donc vous voyez que c'est très simple, et cette formulation, dire qu'une particule sur laquelle ne s'exerce aucune force a une trajectoire qui est une droite, et cette formulation est indépendante du système de coordonnées. Je n'ai pas besoin de préciser par rapport à un référentiel galiléen. Non, la ligne d'univers de la particule, c'est une droite, point. C'est une droite ou c'est pas une droite. Mais si c'est une droite, il n'y a pas besoin de dire par rapport à quoi c'est une droite. C'est une droite dans l'espace-temps. Voilà, c'est tout. Donc une particule sur laquelle ne s'exerce aucune force a une trajectoire rectiligne dans l'espace-temps. C'est magnifique, cette formulation du principe d'inertie. Et une particule
dont la trajectoire dans l'espace-temps n'est pas droite, et c'est un fait objectif, elle est droite ou elle n'est pas droite, subit une force, et donc la question c'est comment relier la variation de son quadrivecteur vitesse, qui ici est donc ce qu'il est, et puis là, voilà, il est comme ça, puis après il est comme ça. Comment relier la variation de sa quadrivitesse à la force qui s'applique. Et donc on va utiliser l'idée profonde de Newton, qui est que, alors justement on définit la force comme liée à l'accélération, mais la force, ce n'est pas directement la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Newton aurait pu dire ça, mais ça aurait été idiot, il l'a bien vu tout de suite. Enfin, ça aurait été idiot, ça n'aurait pas été pratique, tout simplement parce que il y a ce paramètre d'inertie qui est la masse, qui fait que pour une même force, des corps de masse différentes vont avoir une accélération différente. Plus le corps est massif, moins son accélération est grande, moins il change sa vitesse par unité de temps pour une même force. Donc, c'est pour ça que Newton écrit en fait ceci avec P égale mv. Alors, ce qu'on va rechercher, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire dire que dans l'espace-temps, la variation du quadrivecteur vitesse, donc en fait, plus exactement que l'application d'une force, mais alors il faudra que ce soit une quadriforce à un moment, parce qu'un vecteur à 3D dans l'espace-temps, ça peut être la partie spatiale d'un quadrivecteur, mais alors c'est quoi la partie temporelle correspondante, hein? Donc si on veut écrire des lois générales dans l'espace-temps indépendamment du système de coordonnées, on va écrire des lois quadrivecteur égale quadrivecteur. On voudrait bien avoir un truc comme ça, en fait. Mais si je mets sur dt, ça ne marche pas, parce que le temps de qui? Ça, c'est pas une loi, ça peut pas être une loi relativiste. De quel temps on parle? F, il n'y a pas besoin de préciser dans quel référentiel, c'est le quadrivecteur, il est ce qu'il est. P, pareil, sa variation, ok, c'est sa variation. À un certain événement, ça vaut quelque chose, à un autre, ça vaut autre chose. De combien ça a varié? Mais par unité de temps, ah ben non, pas par unité de temps d'un certain référentiel, puisque dans un autre référentiel, ce sera une autre variation de... Enfin, une autre durée. Donc, ça ne peut être que ça. Donc, finalement, on conserverait entièrement la loi newtonienne si on parvenait à une relation comme ça. Alors, c'est effectivement ce qu'on va trouver, mais on va y aller pas à pas. Parce que je ne veux pas simplement postuler F égale dp sur d taux, et puis du coup, P vaut temps, et puis F, c'est ça. Je peux toujours le faire, mais ce n'est pas instructif, et puis il y a ce côté arbitraire. Pourquoi ce serait comme ça? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au sein d'un référentiel, et on va garder l'expression de Newton, qui est cette intuition fondamentale. Enfin, j'avais écrit là. Ah, une seconde. Oui. Hi. I'm teaching right now, actually. I'm sorry. We can discuss after? When you finish? At 6, 5, something. I will have to leave. Okay, so. Okay, tomorrow then. See you. All right. In the next occasion. Okay. I just wanted to 2 secondes. talk with you on this Lasso thing with talking. Maybe I will write you, maybe we Okay. talk by Zoom. Okay. I talked to Vincent about Lasso Yes. during Yes, lunchtime. he told me. I also talked to him. Okay, very nice. Okay. So that's why I want to discuss. Okay, excellent. So we can coordinate. I agreed actually with him that we will take appointment with him. Perfect. That's what I wanted to. Okay, good. So then we could arrange it, and I already told Andrei that we have to write a white paper. Excellent. To implement it. Okay, Okay. perfect. So we keep in touch. Yeah. Right. Désolé. Et désolé pour mon accent aussi. Alors, j'en étais où? Oui. Donc, on va garder cette intuition profonde newtonienne. Simplement, donc l'idée, c'est que dans un référentiel, il y a une force qui agit, une force du coup spatiale à 3D. Une fois que j'ai choisi le référentiel, j'ai un espace.
j'ai un temps qui est le temps du référentiel, donc j'ai le droit. Cette loi, elle n'est pas universelle. Celle-là, elle a une chance de l'être, celle-là, non. Mais n'empêche, c'est la loi traduite. Ce serait la projection de ça, si vous voulez, dans un référentiel particulier. Alors, avec éventuellement des modifications, mais donc, je me mets dans un référentiel, et dans un référentiel, ce que je dis, c'est que ce qu'a vu Newton est correct, c'est-à-dire que quand on applique une force, ça fait changer la vitesse, mais via une fonction qui n'est pas directement la vitesse, mais la quantité de mouvement, qui est évidemment une fonction de la vitesse, mais aussi d'un paramètre d'inertie m. Enfin, qu'on appelle la masse, peu importe, d'un paramètre d'inertie. Donc, on va chercher à écrire au sein d'un référentiel une loi, la loi de Newton, mais ce qu'on va voir immédiatement, c'est que pour que ça ce soit vrai dans un référentiel, mais aussi dans tous les référentiels, enfin en changeant P et F s'il faut, mais je veux dire, si cette loi elle est vraie localement dans un référentiel, dans un autre référentiel, le T ne sera pas le même, le P ne sera pas le même, le F non plus, mais la forme de la loi doit être la même. Sinon, c'est qu'on n'a pas, c'est pas invariant. Enfin, la forme de la physique, enfin, la forme n'est pas la même dans les différents référentiels. Ça, c'est complètement contraire à l'idée qu'il n'y a pas de référentiel particulier, il n'y a pas de référentiel privilégié dans le monde. On se met dans tel référentiel, on peut se mettre dans tel autre. On ne doit pas pouvoir faire, juste en regardant la manière dont les lois s'écrivent, on ne doit pas pouvoir dire « Ah, je suis plutôt dans ce référentiel parce que ce n'est pas la même chose que si j'étais dans l'autre. » Donc, on est bien d'accord que dans tous les référentiels, ça doit s'écrire comme ça. Simplement, contrairement à ce qu'on voit en classique, où quand on passe d'un référentiel à un autre, F ne change pas, dt ne change pas, et dp ne change pas non plus. P change, évidemment, P c'est mv, v dépend du référentiel, mais dp, du coup c'est mdv, et dv, la variation de vitesse d'un corps, ne dépend pas du référentiel galiléen, puisque v' c'est v plus v0, et donc dv' c'est dv, voilà. Donc, et c'est ça qui va être différent en relativité, c'est-à-dire que si vous appliquez une force, alors vous êtes dans le référentiel R', on va dire, coïncident avec la particule à un certain instant. Donc la particule, elle a une certaine trajectoire, dans l'espace-temps, une certaine ligne d'univers. À un instant donné, elle a une certaine quadrivitesse, donc elle va dans cette direction-là dans l'espace-temps, très bien. Donc voilà l'axe de son temps. Et à cet instant-là, donc, il y a un référentiel galiléen dans lequel elle est au repos. Donc c'est celui-là que j'appelle R', le référentiel coïncident avec la particule à l'instant considéré. Je vais dire à l'événement E. Voilà. Ici, à un certain événement. Donc, oui. Donc, dans ce référentiel, s'applique une force F', de telle sorte que... alors, s'applique une force F' pendant dt'. À ce moment-là, en vertu de ça, ça fait changer, on va avoir un dp' qui vaut F' dt'. L'application d'une force pendant un certain temps, ça fait changer... l'application d'une force fait changer la quantité de mouvement, voilà, comme ça. Et maintenant, cette même réalité, c'est-à-dire je suis là et pendant un temps infinitésimal, j'applique une certaine force, donc pendant dt' dans le référentiel R', j'applique une certaine force dans ce référentiel-là, ça me provoque un certain dp'. La même chose, dans un autre référentiel, ça va conduire, alors ça va éventuellement être une autre force, je ne sais pas comment passer des forces de l'un à l'autre. Chez Newton, la force dans un référentiel, c'est la même dans un autre référentiel galiléen.
Mais là, je ne sais pas, a priori. Ça va me donner une autre force qui va s'appliquer pendant un certain temps dt correspondant à cet intervalle de temps dans R'. Dans R, c'est un autre intervalle de temps, très bien. Et ça doit par contre donner aussi, enfin, ça va donner une variation de quantité de mouvement qui ne va pas être la même. Enfin, pas nécessairement en tout cas. Donc, le point clé est là, c'est que en physique classique, quand on écrit ça dans un référentiel, ça donne ça dans un autre référentiel, c'est très facile, parce que dt' égale dt, f' égale f, et dt' égale dp. Maintenant, en relativité, attention, dt' c'est pas dt, f' et f, je ne sais pas, mais du coup, dp', alors soit ça se compense et il se trouve qu'ils vont être pareils, bon, très bien, mais en tout cas, si on exprime ici, si on dit que p' c'est mv, je vais avoir m dv' ici, et ici m dv. Alors, ce qui est sûr, par contre, c'est que dv et dv', c'est pas la même chose. On a vu justement comment se transforment les vitesses. Si par exemple, donc vous vous rappelez, si vous avez, on va faire une transformation spéciale de Lorentz, on va choisir la direction des axes qui va bien. Si R' va à la vitesse V0 par là, vous vous rappelez qu'on a V qui vaut V', donc la vitesse d'un corps comme ça, qui va à V' dans le référentiel R'. À quelle vitesse va-t-il dans le référentiel R? Eh bien, à V', alors, oui, alors, la composante parallèle, vous vous rappelez, on a vu ça la dernière fois, ça va faire V' parallèle plus V0 sur 1 plus V0, V' parallèle sur C2. Et pour la composante orthogonale, ça va être pareil avec orthogonale là et un gamma ici. Vous vous rappelez de ça? Bon. Donc, vous voyez que les vitesses ne changent pas de la même façon. Et donc, ça veut dire que la relation entre P et V va a priori changer. Il se peut que ce soit la même, finalement qu'on trouve que ce soit la même, mais ce n'est pas garanti. Je ne peux pas le supposer. Alors voyons ce que ça donne. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que P, c'est une certaine fonction de la vitesse et de la masse, et je vais voir ce que je peux écrire pour traduire donc cette intuition que l'application d'une force pendant un certain temps, ça fait changer la quantité de mouvement. Alors allons-y. Alors, pour obtenir la forme, enfin, l'expression P de M et de V, il va me suffire, en fait, de regarder ce qui se passe lorsque j'applique une force, donc je suis dans R', le référentiel coïncident avec la particule, un certain événement, j'applique une force dans une certaine direction, et je vais faire un changement de référentiel dans la direction de la force. J'ai le choix, la force est dans une certaine direction, et je vais regarder ce qui se passe du point de vue d'un référentiel qui est en translation dans la direction de la force. Donc, F dans la direction du X', voilà. Enfin, et puis, on regarde dans R, tel que la vitesse de R' par rapport à R soit égale à V0 UX ou UX', enfin, la vitesse de R par rapport à R', c'est moins V0 UX', enfin, la transformation de Lorentz, la transformation spéciale qu'on voit depuis le début. Alors, que se passe-t-il? Donc, je prends dans la direction parce que ça me permet de ne pas trimballer des vecteurs avec des parties tangentielles et orthogonales. Je me mets dans la direction de la vitesse, comme ça j'ai juste une composante, donc je projette sur cet axe-là. Et donc ce que j'ai, c'est dv' qui vaut f' dt'. Hein. Donc vous voyez ce que je fais, j'applique j'applique une certaine force pendant un certain temps, et ça fait un changement de vitesse. Ça, c'est le cœur de cette intuition physique.
Alors, si je suis dans le référentiel coïncident de la particule, cette force-là, je vais la noter F0, c'est la force dans le référentiel où la particule est au repos. À chaque instant, la particule est au repos dans un certain référentiel galiléen, celui qui va à sa vitesse par rapport à tel référentiel galiléen quelconque. Et donc j'ai dv' qui vaut f' dt' par définition de la force au sein de ce référentiel, dans lequel la particule est au repos à l'instant 0. Évidemment, du fait de la force, sa vitesse va changer, et justement, elle va devenir 0 plus dv', c'est-à-dire dv'. Maintenant, à quel changement de vitesse cela correspond-il dans le référentiel R, dans un autre référentiel en translation comme ça? Eh bien, vous vous rappelez qu'on a V égale V' plus V0, vitesse de translation entre les deux référentiels, sur 1 plus V0 V' sur C2. Ça, c'est imparable. Enfin, disons, on l'a vu, c'est la composition des vitesses. Par conséquent, ce dv', on va voir à quel dv il correspond. Ben, il suffit que je différencie ça. Donc j'ai dv qui vaut... Alors là, j'ai une fonction où il y a du v' en haut et en bas. Bon, bah, très bien. Donc ça fait... Je dérive d'abord le haut, je différencie le haut. Donc ça fait d de v' plus v0, c'est-à-dire dv' sur 1 plus v0 v' sur c2. OK. Et puis ensuite, la différentielle, alors la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2 fois la dérivée de ce qu'il y a en dessous. Donc ça va faire moins 1 sur 1 plus v0 v' sur c2 au carré, fois la dérivée de ça. La dérivée de ça, c'est v0 sur c2 d de v'. Et évidemment, fois ce qu'il y avait là. Donc fois v' plus v0. Ça va, vous savez tous faire ça. Donc j'ai V qui s'écrit comme ça en fonction de V', j'ai donc dV qui s'écrit comme ça en fonction de dV'. Très bien. Et vous voyez l'intérêt, c'est que dV', je suis dans le référentiel de la particule, je lui applique une certaine force pendant un certain temps, je sais de combien varie dV', et je voudrais savoir à quel dV ça correspond dans un autre référentiel. Bien, alors je vais juste réorganiser un peu tout ça. Donc dv' étant facteur ici, je vais faire ça comme ça déjà, ça ne mange pas de pain. OK. Et puis, oui, alors en fait, j'allais mettre au même dénominateur, etc. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais dit, OK, mais V', c'est 0. Bah oui, V' c'est 0 puisque je suis dans le référentiel coïncident. V', d'accord, on passe de 0 à V', à d de V'. Hein. On passe de V' à V' plus d de V'. Justement, je pars du référentiel coïncident, parce que c'est pratique. Donc je pars de 0. Donc je peux écrire V' égale 0 ici. Ça restera vrai. V' égale 0, ça simplifie pas mal. Et donc, ce que je vois là, c'est que finalement, j'ai dV qui vaut 1, en bas 1 moins V0 au carré ici, sur C2, dV'. Vous voyez, c'est très simple. Et ça, c'est 1 sur gamma 2, donc c'est dV' sur gamma 2. Voilà, tout simplement. Donc, si je pars d'une vitesse nulle dans un référentiel, et que je lui ajoute un petit dV', eh bien dans un autre référentiel par rapport auquel la particule immobile dans R' a donc la vitesse V0, dans cet autre référentiel, l'incrément de vitesse, c'est pas dV', c'est dV' sur gamma 2. D'accord? Donc, quand vous augmentez la vitesse dans R', l'augmenter dans la même direction là, hein, de la translation. Si vous augmentez la vitesse dans R', vous l'augmentez aussi dans R, mais pas d'autant, parce que justement, on n'en a pas dV' qui vaut dV. De combien? Vous l'augmentez de dV' sur gamma 2, si vous partez de 0. Si vous ne partez pas de 0, c'est plus compliqué, ça fait ça, enfin voilà, ça fait ce que ça fait, hein, ça se calcule bien, mais donc quand on part de 0, qu'on applique une force et qu'on gagne donc un incrément de vitesse dans le référentiel coïncident qui vaut dV', eh bien dans n'importe quel autre référentiel, on gagne un dV qui vaut dV' sur gamma 2, où ce gamma c'est
le gamma 0. Enfin, c'est le gamma dans lequel la particule a une vitesse v. Elle avait initialement une vitesse 0 dans R', donc elle avait une vitesse v0 dans R. Voilà. De V0, mais le V0, c'est le V qu'elle avait à ce moment-là. Donc je peux très bien l'écrire gamma de V comme ça. Bon, du coup, je peux retirer la dépendance, c'est le gamma du V en question. C'est bon pour tout le monde? Oui? Juste le F' que vous avez noté en haut, dans DV', voilà, ici, c'est le même que le F de la phrase, en haut à droite. Oui, merci. J'aurais dû dire F', voilà. Donc effectivement, je ne présage pas du fait que, je ne présume pas du fait que la force aura la même expression dans un référentiel ou dans un autre. Je ne sais pas. Mais pour ça, je vais la noter F0, ça c'est la force telle qu'elle, enfin c'est son intensité dans le référentiel coïncident de la particule. Ok, très bien. Donc ce que je vois, c'est que l'incrément de vitesse dV' dans le référentiel coïncident correspond à un incrément de vitesse dV dans un autre référentiel. Et donc cet incrément de vitesse dépend de quelle vitesse avait déjà la particule dans ce référentiel. Alors là, je suis qu'à une dimension parce que je regarde que des référentiels dans la même direction que la particule. Voilà. Bon, mais ça c'est intéressant parce que moi, ce que je voudrais savoir justement, c'est comment écrire cette loi que j'ai écrite donc, dans le référentiel propre de la particule, coïncident, dans le référentiel coïncident plus exactement, pas le référentiel propre parce que la particule est accélérée, donc à chaque instant elle est dans un nouveau référentiel galiléen coïncident. Hein, donc, mais voilà, j'ai dp' qui vaut... enfin, ce f', c'est mon f0, mais bon, peu importe, f', dt', je veux savoir à quoi ça... Enfin, qu'est-ce que ça donne dans un autre référentiel. Alors, oui, donc, ce qui m'intéresse, ça va être l'accélération de la particule, dv sur dt, mais attention, dv sur dt, c'est pas... Enfin, donc c'est dv' sur dt fois 1 sur gamma 2. Mais dt, c'est pas dt'. Donc là, je n'ai pas l'accélération de la particule. En fait, j'ai dt. Alors dt, vous vous rappelez, c'est toujours plus grand que dt', hein, puisque dt', référentiel de la particule, c'est l'intervalle de temps propre. Hein. Dans tous les autres référentiels, le dt est plus grand. Hein. C'est pour vous en souvenir, c'est bien dt qui vaut gamma dt' ici. Donc en fait, ça, c'est égal à 1 sur gamma 3 dv' sur dt'. Ah! Alors ça, c'est intéressant. Donc j'ai juste calculé la différentielle et j'obtiens que ça. Donc si vous voulez, je peux encore l'écrire comme ça, gamma 3 dv sur dt égale dv' sur dt'. Je ne sais pas si c'est mieux. Ok. Et donc, maintenant, on va se dire, ok, si on a une loi de ce type, ou de ce type, si je le projette dans la direction de la force, si on a une loi de ce type, oui, si la force est constante, la force que subit la particule, justement, toujours F0, alors un instant ultérieur, la particule sera dans son référentiel galiléen coïncident sera un autre référentiel, mais je suppose qu'elle subit toujours la même force F0 dans ce référentiel. Donc ça va lui donner la même accélération dans ce référentiel. Dans son référentiel propre, elle subit toujours la même force. Donc, si elle subit toujours la même force, ça doit faire une même variation dp sur dt. Donc, si f égale constante, dp sur dt égale constante. Et ceci dans tous les référentiels. D'accord ? Si la force est la même
si la force est la même, je n'ai pas dit que la force doit être la même dans un autre référentiel. Mais si elle est constante dans un référentiel, elle est constante dans un autre référentiel. C'est la même force. Elle est constante ou elle n'est pas constante. D'accord? Encore une fois, hein, peut-être que sa traduction numérique ne sera pas la même valeur, parce que je ne sais pas encore comment on passe d'un référentiel à un autre, mais si elle est constante, elle est constante. Bien. Donc, une force constante doit conduire à une variation constante de la quantité de mouvement par unité de temps dans chaque référentiel. Donc c'est un P calculé dans R et un dt calculé dans R. Mais en tout cas, si la force est constante, ça doit être constant aussi. C'est ça l'idée. Donc on va chercher le P tel que lorsque ça est égal à une constante, dans R', parce que par définition, c'est la force qu'on applique dans le référentiel coïncident de la particule, ça doit donner aussi, évidemment, une constante dans le référentiel R, mais du coup, c'est ça qui doit être constant. C'est pas dv... Vous voyez que si dv' sur dt' est constant, parce qu'on est dans son référentiel propre, on l'accélère toujours de la même façon, ça ne veut pas dire que dv sur dt va être constant. C'est ça qu'on avait avant avec Newton. dv' sur dt', c'était dv sur dt. Très bien. Non, là ce qu'on voit, c'est que dv' sur dt', c'est gamma 3 dv sur dt. Donc si ça est constant dans le référentiel coïncident de la particule, à chaque instant, ça doit être constant. Donc, quand, la loi qui donne la quantité de mouvement en fonction de la masse et de la vitesse, alors là je suis à 1D, donc maintenant si vous voulez je suis comme ça, cette loi-là doit être telle que on a justement gamma 3 dv sur dt égale constante, je vais noter k cette constante. Donc finalement, j'ai dv qui vaut k fois dt sur gamma 3 pardon, c'est pas faux mais je ne vais pas l'écrire comme ça, je vais l'écrire. Je vais dire que, justement, je vais dire que dp égale constante. Donc dp de m et de v égale constante quand f égale constante. Enfin, quand f dt égale constante. Excusez-moi, dp sur dt égale constante quand f égale constante, très bien. Et alors, comment je m'y prends? Excusez-moi une seconde. Excusez-moi une seconde. dp. Oui. Ah, d'accord. D'accord. Encore une fois, je cherche la fonction P de M et de V. Donc ce que je vais écrire, c'est que dp sur dt, c'est dp sur dv fois dv sur dt. Jusque-là, ça va? Je suis dans le référentiel R, mais de toute façon, ça c'est vrai. Et donc, je veux ça égale constante quand f égale constante. Oui, et dv sur dt, voilà, je l'ai là, d'accord. Donc je veux ça égale constante quand f égale constante, très bien. Donc je veux dp sur dv, cette constante je vais la noter k, d'accord, égale, alors dv sur dt, c'est 1 sur gamma 3, je vais aller doucement parce que je me suis perdu, dv' sur dt' égale k, quand f égale constante. Donc dp égale k gamma 3 dv divisé par dv' sur dt', mais dv' sur dt', c'est justement
la force que j'applique dans le référentiel coïncident de la particule. Donc ça, c'est F0 en fait. OK? Bon, voilà. Excusez-moi, j'ai repris le fil. OK. OK. Bon, ben voilà, j'ai plus qu'à intégrer ça parce que gamma, donc ça c'est une constante, ça c'est une constante. Gamma c'est une fonction de V, c'est 1 moins 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Et donc, j'ai la différentielle de P en fonction de la différentielle de V, j'ai qu'à intégrer, j'ai la fonction P de V. Vous voyez, c'est aussi simple que ça en fait. Donc excusez-moi, j'étais parti un peu de travers, mais donc ça je peux l'effacer. C'était juste pour obtenir le lien entre dV et dV'. Voilà. Donc finalement, ce que je vois, c'est que la fonction que je cherche, elle est telle que dP égale K sur F0, qui est la force que j'applique, très bien, une constante, fois... donc, alors, gamma 3, c'est 1 sur 1 moins V2 sur C2 puissance 3,5 dV. Voilà. Donc j'ai ça. S'il existe une fonction P qui dépend de M et de V, telle que dans chaque référentiel, je puisse écrire dP sur dt égale F, avec le F du référentiel, avec le temps du référentiel, avec la quantité de mouvement calculée dans le référentiel, donc écrire que la loi de Newton reste vraie, en fait. S'il existe une fonction P qui permet ça, ça ne peut être qu'une fonction dont la différentielle soit égale à ça. Bon, ben, j'ai juste à intégrer. Je fais somme de 0 à P, somme de 0 à V. Alors, si on veut être puriste, on met des petits primes ici. Voilà, c'est devenu des variables muettes. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est que la quantité de mouvement vaut 0 quand V vaut 0. Enfin, je peux rajouter une constante, ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc, je somme de 0 à P. Je passe de 0 à P quand je passe de 0 à V, et en faisant ça, j'ai la fonction P de V, standard. Ok, il y a juste à intégrer ça. Alors il se trouve que c'est facile. Il suffit de poser, je vais poser, je vais dire que ça c'est 1 moins un sin carré ou 1 moins cos carré, et puis alors je vais prendre sin, donc je vais écrire V' sur C égale sin θ, par exemple. Hein, et donc, j'ai évidemment d de V' qui vaut C cos θ dθ. Et puis, j'ai 1 moins 1, j'ai 1 sur 1 moins V' carré sur C2 puissance 3,5 qui vaut 1 sur, donc 1 moins sin carré, c'est cos carré, puissance 3,5, donc ça c'est 1 sur cos cube θ. Donc c'est un bête changement de variable, et je vois que somme de dP' entre 0 et P, c'est-à-dire P moins 0, donc P égale, alors K sur F0, ok, ça c'est des constantes, on verra après. Monsieur, oui juste rapidement, dans l'expression de dP, donc vous faites l'expression qu'il y avait juste au-dessus, vous avez fait passer les termes de l'autre côté. Ouais. Au moment où vous divisez par dV' sur dT', ouais. vous remplacez ça par F0. Ouais. Mais il n'y a pas la masse qui doit intervenir là-dedans? Alors, la masse interviendra, mais elle est probablement cachée dans le cas, en fait. Parce que, de toute façon... Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Ah, excusez-moi, vous avez raison, pardon, bien sûr. Oui, excusez-moi. C'est vrai, vous avez dV' sur dt', oui, qui vaut F0 sur M. Voilà. Ah oui, vous avez raison, merci. 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 Oui. Ah, c'est tout à fait juste. Comme c'est une constante aussi, je l'ai mise dans le cas, mais non, telle que je l'ai écrite là, vous avez parfaitement raison, la masse doit être ici. Ça, c'est tout à fait vrai. Oui, c'est tout à fait correct. Hein, alors, qu'est-ce qui me permet de faire ça? Parce que en faisant ça, vous voyez, en fait, ce que j'ai, c'est dP' sur dt'. Normalement, j'ai ça. Mais comme je suis dans le référentiel coïncident, R', dans le référentiel coïncident, la vitesse de la particule, non seulement elle est petite devant la vitesse de la lumière, mais elle vaut 0. Enfin, donc elle est petite parce qu'elle vaut 0. Donc,
euh, on doit retrouver dans la limite V tend vers 0, mais la V égale 0 dans ce référentiel-là, on doit retrouver la forme newtonienne F' égale mv'. C'est la définition en fait, c'est la définition de la masse m. Donc c'est ça qui me permet effectivement de la mettre ici, dp' sur dt, donc de dire que ce p' là, dans le référentiel coïncident, dans un autre, je ne sais pas, mais dans le référentiel coïncident, il vaut mv'. C'est-à-dire que la loi que je vais trouver là, ça doit tendre vers mv quand v, quand v est petit devant c. D'accord? Donc, je l'implémente ici. Ok. En fait, c'est parce que je l'ai appelé F0 que je suis obligé de mettre ce M. J'aurais juste pu dire, c'est un truc constant, j'applique une force constante. Quel est son lien avec l'accélération? Je ne sais pas, mais si c'est constant, si la force est constante, l'accélération est constante, donc j'avais une autre constante. C'est pour ça que... Mais vous avez raison, tel que je l'ai écrit là, le M, il est là, il n'y a rien à dire. Hein. Et j'utilise déjà le fait que quand V tend vers 0, je dois retrouver la forme newtonienne. Sinon, je peux juste dire c'est une constante, et puis on verra plus tard vers quoi ça doit tendre quand V tend vers 0. Donc, ok. Donc, merci pour l'alerte. Donc, bon, ok, ça reste une constante, hein, c'est pas un problème. Donc, je sors de l'intégrale, enfin voilà. Et donc, mon intégrale devient, alors, somme, donc j'ai fait ce changement de variable, donc somme de 0 à, donc vous voyez que θ, c'est arc sinus de V' sur C, donc j'ai ici arc sinus de V sur C, et Km sur F0, donc j'ai 1 sur cos cube, mais fois C, d'ailleurs, j'ai un C là-haut, et j'ai cos θ dθ sur cos cube, donc j'ai dθ sur cos carré θ. Bon, bah, c'est bien parce que ça s'intègre. Ça, c'est la dérivée de tangente θ. 1 sur cos carré, c'est la dérivée de tangente θ, n'est-ce pas? Donc ça fait mkc sur f0, tangente θ, à prendre entre 0 et arc sinus de v sur c. Alors le tangente θ, je vais l'écrire directement comme étant sinus sur cosinus. Comme j'ai l'arc sinus, je fais apparaître des sinus. Donc c'est sin de θ sur cosinus, c'est-à-dire racine de 1 moins sinus au carré θ, à prendre entre 0 et l'arc sinus de V sur C. Donc sinus de l'arc sinus, ça fait la chose. Et donc tout ça, c'est M, K, C sur F0, V sur C, divisé par racine de 1 moins V2 sur C2. Oh, regardez le facteur gamma qui vient là. C'est sympathique ça. Alors il y a un C sur C ici, très bien. Donc finalement, si je le réécris, j'obtiens que P, c'est K sur F0 MV sur racine de 1 machin, donc en fait gamma MV. Voilà. Bon, et puis maintenant, donc voilà, en fait, voilà la fonction de V et de P qui est la quantité de mouvement dans le référentiel R dans lequel la particule a une vitesse V, justement. Et alors, ce cas, j'ai dit que si la force était constante dans le référentiel coïncident, donc c'est-à-dire si l'accélération était constante dans le référentiel coïncident, alors la force devait être constante dans un autre référentiel aussi. Bien. Et donc, qu'on devait avoir, dp égale constante,
dp sur dt égale constante, donc pouf, 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 et donc P est de cette forme-là. Alors maintenant, quelle constante ici? Évidemment, parce que si j'ai un truc qui est constant, si je multiplie par 12,57, il est encore constant. Donc bien sûr, j'ai un facteur multiplicatif, mais donc je vais choisir le P, mais ce qui revient à définir une unité de masse, par exemple, parce que c'est une quantité dimensionnée, donc sa valeur à une constante près, ça dépend juste du choix d'unité. Donc je vais simplement prendre la constante qui me redonne celle que j'avais déjà choisie dans la physique newtonienne, de telle sorte que ça doit, comme je le disais ici, alors en fait je l'avais déjà partiellement implémenté là, mais si j'avais gardé tout ça constant, je serais juste là avec une constante, voilà, que je choisis pour que P tende vers mv quand V tend vers 0. Alors quand V tend vers 0, gamma tend vers 1, et je veux que ce soit mv, bon bah donc K sur F0, en fait c'est 0. C'est 1, pardon. Donc finalement, j'obtiens P égale gamma mv. Voilà. Voilà le résultat de l'étude. Alors évidemment, je pense que vous aviez déjà vu cette formule. Mais vous voyez, enfin, c'est intéressant de l'obtenir comme ça, parce qu'on l'a démontré. C'est-à-dire qu'on a vu que si vous appliquez une force qui provoque une certaine accélération, le problème c'est que, donc, une certaine accélération, c'est un certain changement de vitesse pendant un certain temps. Le problème c'est que dans un référentiel, vous avez un certain dv' sur dt', dans un autre référentiel, vous avez un certain dv sur dt, et ça, c'est pas la même chose. Donc, vous pouvez multiplier par m si ça vous amuse, c'est pas la même chose. Donc, on voit bien que la loi de Newton ne tient pas si on écrit P égale mv, ça ne tient pas. Parce que ça ne peut pas être vrai dans un référentiel et aussi dans l'autre, puisque une force constante dans un référentiel, ce sera toujours une force constante dans un autre référentiel. Mais du coup, ce ne sera pas la même accélération, tout simplement parce que dv sur dt, ce n'est pas dv' sur dt'. C'est tout, c'est comme ça, du fait du changement de la composition des vitesses. Mais justement, comme on connaît la composition des vitesses, parce qu'on connaît la transformation de Lorentz, eh bien, on peut voir quelle fonction de la vitesse permet d'avoir un dp égale dp', parce que c'est ça qu'on a dit en fait. On a dit que dp, ça devait être dp'. Enfin, pardon, on a dit que dp sur dt, ça devait être dp' sur dt' à une constante près, parce que je ne sais pas comment convertir les forces a priori. Donc ça doit être le cas pour garder la forme dp sur dt égale une force. Donc si la force est constante dans un référentiel et constante dans l'autre, etc. Donc on vient de trouver que, bien évidemment, la forme P égale mv, ce n'est pas possible, puisque mdv sur dt, ce n'est pas mdv' sur dt'. Mais on a trouvé la forme est la seule forme possible, telle que, effectivement, dp sur dt égale dp' sur dt' à une constante près. Cette forme-là, la seule forme possible, puisqu'on avait une équation différentielle du premier ordre, il suffit d'intégrer une fois, puis voilà, la seule forme possible, c'est P égale gamma mv. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que, effectivement, on peut conserver l'intuition profonde que ce qui fait changer la vitesse d'un corps, c'est la force qui s'applique sur lui, mais la force n'induit pas directement un changement de la vitesse, mais le changement d'une quantité de mouvement qui dépend de la vitesse, bien sûr, mais aussi d'un paramètre d'inertie. Et la question, c'est comment ça en dépend? Eh bien, chez Newton, en classique, eh bien, P égale mv, ça marche très bien. Mais en relativité, du fait du changement du temps, enfin du fait de la géométrie de l'espace-temps, en fait, ce qui fonctionne, c'est P égale gamma mv. Bien. Alors, on a vu que P égale gamma mv, on a obtenu cette relation en prenant donc une accélération dans la direction du mouvement, donc une force dans la direction du mouvement de translation d'un référentiel à un autre, pour trouver l'expression dans le référentiel non coïncident, mais en translation uniforme dans la même direction que la force, l'expression de P dans cet autre référentiel. Mais évidemment, la direction de la particule dans l'espace
n'a aucune incidence. C'est-à-dire, si la particule a acquis une certaine vitesse parce qu'elle a été soumise à une force dans cette direction-là, que la particule ait acquis cette vitesse avec une force qui tire dans cette direction-là, ou parce qu'elle avait d'abord une autre force, puis elle a été tirée, déviée, peu importe. À l'instant T, elle a une certaine vitesse et sa quantité de mouvement est dans la direction de sa vitesse, elle vaut ça. Du coup, par isotropie de l'espace, c'est vrai quelle que soit la direction de la vitesse. C'est-à-dire, j'ai choisi pour établir ma relation des changements de référentiel dans la direction de la force, libre à moi, mais évidemment, la relation entre P et V ne dépend pas de la direction de la vitesse. Donc je peux tout aussi bien écrire ça comme ça. Si c'était vrai dans une direction, ce serait vrai dans toutes les directions. Il n'y a pas de direction privilégiée, ça va de soi. Donc finalement, voilà, on vient d'établir, et non pas postuler, ce qui aurait été inélégant, on vient d'établir qu'il n'y a pas d'autre solution que d'écrire P de cette façon, si on veut pouvoir implémenter l'intuition que ce que fait une force dans un référentiel donné, ce n'est pas changer la vitesse, c'est changer une fonction de la vitesse qui inclut un paramètre d'inertie. Et cette fonction, ça ne peut pas être autre chose que gamma mv. Voilà. Donc c'est superbe. Ben voilà, donc on vérifie bien effectivement que quand V est petit devant C, gamma tend vers 1 et on a P égale mv. Donc, et évidemment dt redevient univers. Enfin dt, dt' c'est pareil que si les vitesses sont petites devant la vitesse de la lumière. Et donc Newton apparaît comme simplement la transcription au sein d'un référentiel enfin, disons, la transcription en temps universel, c'est-à-dire quand on passe d'un référentiel à un autre avec des vitesses de translation faibles devant la vitesse de la lumière, d'une loi plus générale dans laquelle il faut prendre en compte effectivement la géométrie spécifique de l'espace-temps. Et en fait, la vraie expression, c'est celle-là. Alors, en fait, mon histoire avec la constante, le fait que le K sur F0 est égal à 1, dans ce qu'on avait trouvé là. Si vous remontez, je l'ai effacé à ce que j'avais écrit. J'avais écrit dp' sur dt' égale K. C'est ça que j'avais dit. Si la force est constante, le dp' sur dt' doit être égal à une constante. Et donc, ce que je vois, c'est qu'en fait, j'ai dp' sur dt' qui vaut F0. Et donc ça me dit que qu'en fait, la force dans la direction de translation entre les deux référentiels, donc si vous voulez, la composante de la force parallèle à la direction de translation réciproque entre les deux référentiels, est constante. C'est-à-dire, parce que ça veut dire que f' égale f0 en fait. Enfin, que f égale f', qui valait f0 justement. Alors attention, hein, en fait, on ne l'a pas supposé, hein, je n'ai pas dit dans un autre référentiel la force doit être la même. Justement, je dis je ne sais pas, on va voir. Mais j'ai montré que la composante de la force dans la direction du mouvement, en fait, restait la même. Sauf erreur, oui, non, si, c'est bien ça. Mais ne concluez surtout pas que ce soit vrai pour toutes les directions. En fait, on va voir tout de suite que ça ne peut pas être le cas. Hein. Vous savez bien, quand on change de référentiel, en fait, les composantes parallèles et orthogonales, on l'a vu pour la vitesse, ne se comportent pas de la même façon, hein, puisque, pour le dire vite, l'espace est comprimé ou dilaté, enfin, dans quel sens on se place, dans une direction, dans la direction du mouvement, mais dans les deux autres, non. Donc ça, ce n'est pas une loi générale. Je ne l'ai pas supposé pour la démonstration. C'est un résultat du calcul qui conduit à cette expression. Mais ce n'est pas quelque chose de général. C'est parce qu'on a pris une force dans la direction de la translation. Donc peu importe. En tout cas, voilà ce qu'on a. Et donc maintenant, on va écrire À quelle heure il est? Oh là là. OK. On va écrire simplement maintenant, alors ça va aller très vite parce que ce qu'on cherche, c'est
donc ça c'est très bien, c'est une loi dans un référentiel donné qui concerne des vecteurs spatiaux. Donc ça c'est un 3D. La force telle qu'elle se manifeste dans un certain référentiel, la force, donc le vecteur 3D de force, le vecteur 3D de la quantité de mouvement, le temps du référentiel en question, très bien. Mais donc ça, on a déterminé la forme de P pour que ceci soit vrai dans tous les référentiels, moyennant un changement, que ça devient P', T' et F', très bien. Donc ça c'est vrai, mais ça ne peut pas être la loi fondamentale de la dynamique, puisque c'est une loi qui est exprimée à 3 dimensions. On a fait ce qu'il fallait, on a trouvé la forme de P pour que ce soit vrai, cette composante spatiale au sein de chaque référentiel galiléen. Mais évidemment, ce qu'on veut, c'est l'expression quadridimensionnelle. Et donc pouvoir écrire une loi physique qui n'est pas une loi qui explicitement dépend du référentiel. Donc on veut l'exprimer, on veut exprimer la loi entre vecteurs, quadrivecteurs à l'espace 4D, dont la partie spatiale serait ça. Et donc, ça veut dire que ce P-là, ce n'est que la partie spatiale d'un quadrivecteur impulsion, qui est justement ce qu'on cherche. Enfin, ce qu'on aimerait bien trouver maintenant pour pouvoir écrire la loi de la dynamique qui se traduit spatialement au sein d'un référentiel comme ça, très bien, à la Newton, mais qui soit une loi de la dynamique écrite indépendamment du référentiel, donc entre quadrivecteurs. Donc je dis que ça, c'est la partie spatiale d'un quadrivecteur. Comment trouver la partie temporelle ? C'est la partie temporelle qui, justement, se mélange avec la partie spatiale de telle façon que, lors d'un changement de référentiel, les composantes de l'application de gamma, moins gamma bêta, oui, et gamma, et puis si on veut se mettre vraiment avec les 4 dimensions, voilà, comme ça, donc la matrice de Lorentz pour une transformation spéciale de Lorentz, fait passer des coordonnées dans un référentiel aux coordonnées dans un autre référentiel. Donc on veut pouvoir appliquer ici au quadrivecteur dans P, dans R', pardon, quadrivecteur impulsion dans R', donne le quadrivecteur impulsion dans R. D'accord ? Là, on a identifié la partie spatiale. Quelle est la partie temporelle telle que ça se combine comme il faut, par cette rotation d'espace-temps, là, par changement de référentiel galiléen ici. Alors, quelque part, il suffirait d'écrire ici une inconnue pour la partie temporelle, gamma m, gamma, donc ici inconnue, gamma mvx, gamma mvy, gamma mvz, et ça doit donner, je ne sais pas trop quoi, pardon, c'est des primes là, mv', v', gamma prime, v', ça doit donner gamma mvx, gamma mvy, gamma mvz. Et donc, quelle est la coordonnée manquante ici ? Il suffit d'écrire et puis on va trouver. Sachant qu'on sait déjà comment passer des V' au V. Alors, vous vous rappelez, c'est un peu compliqué. Vx, c'est V'x plus V0 sur 1 plus V'x V0 sur C2. Vous avez Vy qui vaut V'y sur gamma facteur de 1 plus V'x V0 sur C2, etc. Et vous mettez ça là-dedans et il faut que ça se combine comme il faut, parce que là, évidemment, ça fait ça fois ça, plus ça fois ça, gna gna gna. Et puis, vous allez trouver. Alors, on se dit, oh là là, ça va être un peu laborieux. Alors, fort heureusement, ça se fait en un quart de seconde, parce qu'en fait, vous reconnaissez ici, ce P-là, je peux l'écrire. Donc, on peut le faire comme ça, ça va marcher. Mais on sait déjà ce qu'on va trouver, puisque ça, en fait, ce P-là, c'est donc M fois
gamma v. Et gamma v, on sait déjà que c'est la partie spatiale d'un quadrivecteur qu'on connaît très bien, le quadrivecteur vitesse. Vous vous rappelez le quadrivecteur vitesse? Ses coordonnées dans un référentiel donné, c'était gamma c pour la partie temporelle et gamma v pour la partie spatiale, dans un référentiel R. Puis dans un R', c'est pareil avec un prime, prime, prime. Donc, ça saute aux yeux, ça doit être la partie spatiale d'un quadrivecteur. Alors, encore faut-il que ça puisse, c'est-à-dire que ces coordonnées-là, au moins, ne serait-ce que les 3 coordonnées spatiales, puissent se transformer comme il faut avec une autre. Donc, c'est-à-dire que montrer qu'il existe un point d'interrogation ici, tel que ça soit possible. Ben, en fait, oui, c'est possible, parce que ça, c'est effectivement la partie spatiale d'un quadrivecteur bien connu. Ça, c'est la partie spatiale de ce quadrivecteur, et donc ça, c'est la partie spatiale du quadrivecteur gamma MC, gamma MV. Et le tour est joué. Et on peut oublier ce calcul qui nous faisait peur avant même de l'avoir posé. On a fait d'une pierre deux coups, on a trouvé la seule forme possible de P telle que dP sur dt égale F soit une loi, soit la loi de la dynamique, pas une loi, la loi de la dynamique. Alors, ça dépend de la force qu'on met, mais la loi de la dynamique au sein d'un référentiel, eh bien, donc on a trouvé la seule forme possible pour qu'il en soit ainsi. Encore faut-il s'assurer que ça puisse être la traduction spatiale dans un référentiel donné d'une loi universelle indépendante du système de coordonnées, indépendante du référentiel. Et pour ça, il faut que ça, ce soit bien oui, il faut que ces vecteurs-là soient associés aux parties spatiales d'un quadrivecteur, donc qui a une existence dans la géométrie quadridimensionnelle. Eh bien, c'est le cas, puisqu'on reconnaît très bien ici la partie spatiale. Ayant déjà fait le boulot pour V, en quelque sorte, on sait bien que ça, c'est un bon quadrivecteur qui va bien, quoi. Voilà. C'est-à-dire que les seules choses ici qui dépendent du référentiel, qui sont le gamma à travers la vitesse et puis le V lui-même, ont le bon goût de se transformer par changement de référentiel, justement de telle façon que ça, ce soit un quadrivecteur en bonne et due forme. Et donc, alors d'abord, jolie chose, ce que vous voyez en fait, bah, c'est que P égale MV. Bah, ça reste vrai en fait. P égale MV, simplement P quadrivecteur égale MV quadrivecteur. Mais le V quadrivecteur, sa composante spatiale, c'est pas V, la vitesse V dr sur dt, où le dr dépend du référentiel et le dt aussi. C'est gamma V, c'est cette grandeur-là dont on a vu déjà quelle était la partie spatiale du quadrivecteur. Donc il y a le gamma. Alors évidemment, quand V est petit devant C, gamma, ça tend vers c'est quasiment 1, et donc on retrouve la vitesse standard. Et là, de la même façon, si gamma, on retrouve le P standard. Mais donc vous voyez que c'est très fort en fait, le fondement de la physique newtonienne, qui est ça, reste correct au sein de chaque référentiel, moyennant une reformulation de la quantité de mouvement en fonction de la vitesse, mais cette reformulation, en fait, au niveau quadridimensionnel, elle a la même forme, c'est P égale MV, point final. Mais P quadrivecteur, V quadrivecteur. C'est remarquable. Bien. Bon, ben voilà, on a avancé. Alors, donc ça, ok, on sait ce que c'est, ça c'est P, c'est le P tridimensionnel, la quantité de mouvement de la particule dans le référentiel R. Question maintenant, ok, mais c'est quoi ça en fait alors du coup? Parce que ok, c'est la composante temporelle du truc dont la composante spatiale est P. Mais alors c'est quoi en fait? Est-ce que c'est un truc qu'on a déjà rencontré ou c'est une grandeur nouvelle? C'est une grandeur physique qui vaut ce qu'elle vaut. Alors bon, ça vaut gamma MC, très bien. Est-ce que ça correspond à quelque chose qu'on connaît ou à une nouvelle grandeur qu'on est en train de découvrir? En tout cas, c'est la composante temporelle d'un objet qui est défini de façon absolue dans l'espace-temps. Eh bien, alors, là, un petit peu d'intuition physique, mais on va faire mieux que juste jongler avec les mots.
Mais vous rappelez que la quantité de mouvement P, c'est la grandeur qui se conserve pour un système isolé, donc ou pour une particule, en vertu de l'invariance par translation dans l'espace. Quand vous rappelez le théorème de Noether, etc., l'homogénéité de l'espace, alors on a vu ce que ça donnait, l'homogénéité de l'espace, de l'isotropie, et puis l'uniformité du temps, on a vu ce que ça donnait d'un point de vue cinématique et géométrique, mais d'un point de vue dynamique, les lois de la physique sont telles que à ces invariances, à ces symétries de l'espace et du temps, sont associées, via le théorème de Noether, des lois de conservation. Donc vous vous rappelez que l'invariance par translation dans l'espace est associée à la conservation de la quantité de mouvement. L'invariance par rotation dans l'espace est associée à la conservation du moment cinétique. Et l'invariance par translation, je vais le mettre là, enfin, translation dans le temps, est associée à la conservation de l'énergie, comme vous savez. Dès lors que notre géométrie quadridimensionnelle nous permet de relier l'espace et le temps, on a un petit peu envie, pour la beauté de la chose, mais disons, si effectivement l'espace et le temps, c'est la même chose quadridimensionnellement, c'est juste une seule entité, ok, il y en a un qui a un signe moins dans la métrique, très bien, mais c'est le même objet géométrique, on peut calculer des distances d'espace-temps, enfin, c'est la même réalité. Alors, l'invariance, on ne voit pas bien comment il pourrait y avoir une invariance par translation dans l'espace, par exemple, sans invariance par translation dans le temps, puisque le temps de quelqu'un, enfin d'un référentiel, c'est un bout d'espace de l'autre. Donc, en fait, par nature relativiste, par nature quadridimensionnelle de notre réalité spatio-temporelle, donc, on ne peut pas avoir invariance par translation dans l'espace sans avoir invariance par translation dans le temps. En fait, ça va de pair. Donc, en fait, c'est une invariance par translation dans l'espace-temps. C'est ça, en fait, le message profond. Il y a une invariance par translation dans l'espace-temps, c'est tout. Parce que, justement, l'espace-temps, c'est, voilà, je peux le représenter dans un diagramme d'espace-temps, mais c'est tous les événements, ils sont là, bah, que je me mette là, là, là. L'invariance par translation dans l'espace, c'est si je me déplace comme ça ne change rien. Dans le temps, c'est je me déplace comme ça ne change rien. Mais puisque le temps d'un autre référentiel, il est en biais, bah, en fait, se déplacer comme ça ne change rien. Oui, bon, bah, donc, se déplacer dans l'espace-temps, ça ne change rien, quelle que soit la direction. Donc, c'est une invariance par translation dans l'espace-temps. Et du coup, si la partie spatiale, enfin, si au sein d'un référentiel ayant défini un espace, l'invariance par translation dans l'espace amène à la conservation de la quantité de mouvement, et si au sein d'un référentiel ayant choisi donc une direction du temps, l'invariance par translation dans le temps conduit à la conservation de l'énergie, eh bien on voit bien qu'en réalité, l'invariance par translation dans l'espace-temps conduit à la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie. Et donc, on comprend bien qu'il ne peut pas en être autrement que cette composante temporelle de ce quadrivecteur, dont la composante spatiale est la quantité de mouvement, ce qui est invariant en vertu de l'invariance par translation dans l'espace, ça ne peut être précisément que l'énergie, qui va donc être invariant par translation dans le temps. Voilà. Donc, en fait, cette grandeur-là, s'il y a un peu de cohérence dans la physique, et c'est ce qu'on fait depuis le début, on ne fait qu'exploiter cette cohérence globale entre l'espace et le temps, et bien en fait, cette composante temporelle du quadrivecteur impulsion, ça ne peut être que l'énergie. Alors évidemment, comme d'habitude, de même que le quadrivecteur position, c'est pas TR, parce que c'est pas les mêmes dimensions, parce qu'on a découvert que c'était la même chose, le temps et l'espace, enfin la même chose, que ça formait un tout géométrique après avoir donné les unités à l'espace et au temps. Donc la conversion nous oblige à mettre un C là. Bon, bah, de la même façon, les unités qu'on a pour l'énergie et la quantité de mouvement ne sont pas les mêmes. Et si vous regardez, énergétiquement, on a E qui vaut PC. Je ne sais pas comment on fait
en unité. Hein. Ça, c'est des joules, et ça, c'est... Enfin, bon, bref. Donc, alors, soit on écrit E et P fois C, soit on écrit P et E sur C. Hein, alors, vu que ça, c'est effectivement les dimensions d'une quantité de mouvement, ce quadrivecteur-là, en fait, on s'attend à ce que cette partie temporelle, ce soit E sur C, tout simplement. Et si c'est E sur C, eh bien, ça veut dire que, en fait, l'énergie de la particule, ceux-là même qui se conservent au sein d'un référentiel en vertu de l'invariance par translation dans le temps de ce référentiel, c'est gamma MC2. Gamma MC fois C. Voilà. Et donc, bah ça y est, on l'a enfin, cette fameuse formule. Alors en général, on la connaît E égale MC2. Hein, mais ça, le E égale MC2, en fait, c'est l'énergie de la particule dans son propre référentiel. C'est-à-dire là où elle a une vitesse nulle et donc où gamma vaut 1. Et la vraie énergie d'une particule, l'énergie d'une particule, c'est gamma MC2. Alors, ça, je vous ai fait l'argumentaire physique qui fait que forcément ça doit être l'énergie. Mais ok, sauf que le mot énergie, il a un sens dans la physique. Et donc, ce serait quand même bien de vérifier que c'est pas parce que c'est la partie temporelle d'un truc dont la partie spatiale est la quantité de mouvement que ça doit être l'énergie. Enfin, si, on voit bien que ça doit être ça. Mais on aimerait bien voir que cette grandeur-là coïncide avec la notion d'énergie telle qu'elle existe dans la physique classique, enfin telle qu'on l'a introduite. Après tout, c'est une notion qu'on a forgée comme ça pour les besoins de la description physique en physique classique. Et donc, on veut voir qu'effectivement, si on se met au sein d'un référentiel, la réalité quadridimensionnelle, elle est connue. C'est ça, ok. Bon, très bien. Mais au sein d'un... Enfin, c'est ce quadrivecteur. Au sein d'un référentiel, il y a donc une partie spatiale et une partie temporelle. On a vu que la partie spatiale, c'est précisément la quantité de mouvement au sens ordinaire, tel que dp sur dt égale la force. Très bien, on l'a trouvé pour calculer pour ça. On aimerait bien voir qu'au sein d'un référentiel, cette partie temporelle, bah, c'est bien l'énergie telle qu'on l'a définie. Alors, comment on l'a définie, l'énergie, justement en physique standard, enfin, c'est quoi l'énergie? Bah, en fait, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Je me remets en classique. On a donc mdv sur dt égale F. Et comment on définit l'énergie? Ben, on fait ça scalaire V, ou scalaire dr, si vous voulez. Et donc on a m dv scalaire V, dr sur dt, égale F scalaire dr. VDT, enfin, comme vous voulez. Et donc ça c'est D de 1,5 de MV2. Et ça, bah ça c'est le travail, hein. C'est le travail élémentaire, une force qui agit sur un corps, qui se déplace de dr, voilà. Hein. Et donc, on a ici l'énergie cinétique. Hein. Je peux l'écrire comme ça, si vous préférez. Voilà. Et donc, et auquel cas, ça c'est la puissance. Hein. Donc vous écrivez le théorème d'énergie cinétique comme vous voulez. La variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces qui s'appliquent sur la particule, ou bien d de E sur dt égale, donc ça dE sur dt, ça fait F scalaire V, c'est-à-dire la puissance, d'une façon ou d'une autre. Enfin, vous l'écrivez comme vous voulez, on définit la puissance comme ça. Donc c'est comme ça qu'apparaît l'énergie. L'énergie, c'est l'intégrale de la puissance définie comme ça, ou bien, si vous voulez, c'est la variation d'énergie, c'est le travail des forces. Voilà. Alors, voyons, donc ça c'était en classique, j'ai écrit P égale mv. Alors, si j'écris P égale gamma mv maintenant, la partie spatiale ici, et je fais la même chose, et je veux bien voir ce que c'est que l'énergie. Donc j'écris dp sur dt égale la force, et puis je déroule, et je vais voir ce que c'est que l'énergie au sens ordinaire de l'énergie. Alors allons-y. Moi je vais me remettre là, c'est bon, ça, vous avez compris. C'était juste pour vous le remémorer, mais
vous l'avez tous en tête, j'en suis sûr. Donc, d de gamma mv sur dt égale f. Donc, si je fais ça scalaire v, d'accord, ça, c'est justement, j'ai trouvé l'expression de p telle que ce soit vrai. Donc, ok, c'est vrai, très bien. Alors, est-ce que je l'ai carrément... Quelle heure est-il? Le temps passe, mais ça va. On est presque au but. Il me semblait que j'avais fait ce petit calcul. Mais je ne sais plus où. Bon, ben, on va le refaire. Ok, donc ça fait d de gamma sur dt. Donc m c'est la masse de la particule. Ça vaut ce que ça vaut. Donc on a mv. Donc je dérive un produit. Là, il y a deux choses qui dépendent du temps, gamma et v, hein, a priori, si la vitesse change. Donc j'ai m d gamma sur dt v scalaire v, donc v2, plus gamma m dv sur dt scalaire v. Ouais. Attendez, je ne veux pas perdre du temps en partant pas de la bonne façon. Excusez-moi. Je suis presque sûr d'avoir fait ça. Ah. Ah oui, bon, alors j'ai bien fait, regardez, enfin, ceci n'est pas faux, mais ce que j'ai voulu faire pour aller plus vite, c'est de calculer directement l'énergie cinétique comme étant, comme on l'a fait avant, comme étant donc la somme, enfin, si vous voulez, je dis que d de EC sur dt, c'est f scalaire v, hein, enfin, je l'ai effacé, c'est ce qui était là, hein, c'est, d'accord, enfin, c'est la définition de l'énergie, c'est le truc, enfin, dans la dérivée et la puissance, enfin, c'est comme ça qu'on l'a introduit juste avant, j'aurais peut-être pas dû l'effacer. Donc en fait, effectivement, j'ai d de EC qui vaut ça fois dt, et donc j'ai EC qui vaut somme de 0 à la vitesse qu'on a acquise de f scalaire v dt. Hein, d'accord, l'énergie cinétique vaut 0 quand la vitesse c'est nul, et je somme, hein, donc c'est EC moins EC de 0. Si vous préférez mettre E, alors j'aurai E moins E de V égale 0. Alors habituellement, quand la vitesse est nulle, E c'est 0, mais a priori pas forcément. Et d'ailleurs, on le voit ici, hein, quand la vitesse est 0, l'énergie, enfin, cette partie spatiale, c'est pas 0, c'est MC2. Bon, très bien. Ok, et donc, et maintenant ici, je dis que ce F, c'est dP sur dt. On l'a fait pour ça. Donc ici, c'est somme de 0 à V de dP scalaire V. Ok? Et donc c'est ça. Donc c'est somme de 0 à V de D de gamma MV scalaire V. Ça, c'est ce que j'avais écrit juste avant. Et ça... Ah oui, d'accord. Et ça, on peut l'intégrer par partie. Donc c'est la dérivée d'un truc fois un autre. C'est pareil que la somme de la dérivée de lui fois lui. Hein, vous vous rappelez, hein, quand vous avez somme de U dV, c'est somme de V du moins UV, hein, enfin, moins somme de D de UV, donc UV tout intégré. Hein, de là à là, de là à là, de là à là. Donc c'est ça que j'ai écrit ici. Donc j'ai somme de 0 à V, de V, enfin c'est une V flèche ici. Hein, V, non, pardon, gamma MV scalaire dV, moins le terme tout intégré, donc gamma m v scalaire v, c'est-à-dire v2. Donc entre 0 et v.
ceci est égal à... Donc ce que j'ai fait, c'est somme de F scalaire V dt. Et donc ça, c'est l'énergie cinétique en question. Et quand on le fait, on trouve, j'aurais gagné un quart d'heure en l'écrivant directement, on trouve ça. Donc excusez-moi, normalement ça prend une seconde et comme ça au moins vous voyez que c'est juste à intégrer. Je ne sais pas ce que j'arrive plus. Ce sera mon dernier cours et ce sera le plus catastrophique. Bon, bah excusez-moi. Ça fait ça. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que la partie spatiale de ce quadrivecteur impulsion, c'est E sur C avec E qui vaut ça. Et donc ce E-là, c'est justement l'énergie cinétique définie comme ce qui varie quand on applique une force, quand on fournit un travail sur la particule. Et donc, c'est bien EC, gamma MC2, moins... Non, c'est gamma moins 1 MC2 plus MC2 pour faire gamma MC2. Voilà. Donc ça confirme que cette partie spatiale du quadrivecteur impulsion, c'est bien une énergie au sens ordinaire, c'est-à-dire un travail fourni par les forces. Simplement, il y a un terme en plus. Donc il y a le terme qui dépend de la vitesse. Donc la particule au repos, elle est ce qu'elle est. On lui applique une force, donc on fournit un travail, on la met en mouvement, on lui donne une vitesse, et elle acquiert une énergie cinétique. Donc ça, c'est vraiment le sens ordinaire. D de EC égale somme sur toutes les forces des travaux des forces. Ici, j'ai mis qu'une force, mais enfin, c'est la somme vectorielle de toutes les forces, donc c'est la somme des forces. Donc, c'est le théorème de l'énergie cinétique. L'énergie se conserve au sens où, effectivement, quand on fournit un travail, eh ben, ça fait changer l'énergie cinétique du système. Quelles que soient les circonstances. Le terme d'énergie cinétique, il est valable, y compris pour des forces non conservatives. S'il y a des frottements, ça fait un travail négatif et ça fait diminuer l'énergie cinétique. Très bien. Donc, ceci confirme que la partie spatiale du quadrivecteur impulsion, c'est bien l'énergie. Simplement, c'est une énergie dont une partie dépend de la vitesse et dont une partie ne dépend pas de la vitesse. Donc, on appelle parfois l'énergie au repos ou l'énergie de masse, dans la mesure où la seule chose qu'a la particule, qui n'a pas de vitesse, c'est une masse. Et en vertu de sa masse, elle a une énergie E égale mc2. Et si elle a une vitesse, son énergie, c'est gamma mc2. Donc, en tout cas, je reprends le fil in extremis après ce plantage magistral. On a montré que le quadrivecteur impulsion avait cette forme-là, avec dans sa partie spatiale la quantité de mouvement au sens newtonien ordinaire, simplement avec une fonction de la vitesse et de la masse un peu différente, avec un facteur gamma évidemment qui passe inaperçu quand la vitesse est petite devant la vitesse de la lumière, dans le référentiel considéré, et une partie temporelle qui n'est rien d'autre que l'énergie, alors divisée par C pour les questions d'unité, mais ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, vous pourrez trouver aussi une autre façon de l'écrire comme ça, en multipliant tout par C. Ça dépend si vous voulez les dimensions d'une impulsion ou une dimension d'une énergie. Bien souvent, on écrit C égale 1, ça simplifie le problème. Il suffit de changer les unités de temps et d'espace. Bon, écoutez, on va garder celui-là. Mais voilà, donc on a établi ce vecteur quantité de mouvement. Alors évidemment, il me reste plus de temps, mais j'avais pratiquement rien d'autre à ajouter, si ce n'est donc d'écrire maintenant les lois de la dynamique. Et alors là, ça tombe tout seul. Donc on a vu, on est parti du quadrivecteur R. On fait le quadrivecteur vitesse comme étant dr sur dt. Je ne reviens pas là-dessus, on l'a vu la dernière fois. Et puis, on peut aussi définir un quadrivecteur accélération d2r, c'est-à-dire dv sur dt ou d2r sur dt2. Étant entendu que ça, ce sont des relations universelles entre quadrivecteurs, puisque dt est le temps propre, enfin l'intervalle de temps propre le long de la trajectoire de la particule.
Donc c'est universel, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est la longueur de la trajectoire dans l'espace-temps. Et ce qu'on a vu, c'est comment, si on passe, donc ça c'est de la cinématique pure, si on passe à la dynamique, on a vu qu'effectivement il y a moyen d'associer une force à un changement de vitesse, mais via un paramètre d'inertie, donc à un changement de quantité de mouvement. Et donc on peut définir, comme le fait Newton, la force comme étant précisément ce qui donne le taux de changement de la quantité de mouvement, mais évidemment ceci est écrit au sein d'un référentiel, parce que P dépend du référentiel, F aussi a priori, et évidemment dt aussi. Par contre, cette partie spatiale, c'est bien la partie spatiale d'un quadrivecteur qui n'est rien d'autre que mv, et donc on a ici l'énergie sur C qui est donc gamma mc, et gamma mv, la quantité de mouvement, je peux l'écrire, oui. Je vais l'écrire en deux temps, E sur C, P, vecteur spatial, c'est-à-dire gamma MC, gamma MV. Voilà. Et maintenant, c'est quoi la loi de la dynamique? Eh bien, ça c'est écrit au sein d'un référentiel. Mais en réalité, vous pouvez parfaitement écrire dp sur dt égale f, mais alors non, pas dt. Si vous écrivez dt, ça dépend du référentiel. Et donc on retrouve ce que j'avais écrit là tout à l'heure, qu'on avait anticipé. Voilà la loi qu'on souhaite écrire, et effectivement on peut l'écrire. Maintenant on a vu que c'était possible, simplement il faut définir. Donc on a un vrai quadrivecteur impulsion, dont le taux varie au cours de la trajectoire de la particule, enfin au cours de l'évolution de la particule le long de sa ligne d'univers, pour être plus précis. Le P varie en fonction de, à mesure que le temps propre, donc la psys curviligne, à mesure que le temps propre s'écoule. Et donc ça, c'est un quadrivecteur. Puisque P est un quadrivecteur, donc dp est un quadrivecteur, c'est un objet objectif de l'espace-temps. D taux, ça c'est un truc objectif, c'est la longueur de la trajectoire de la particule qu'on considère. Et donc ça, c'est un universel, c'est un quadrivecteur, et donc il suffit de l'appeler f, tout simplement, parce que c'est exactement ce que fait Newton. C'est pas, encore une fois, quand Newton écrit ça, c'est pas comme si on avait déjà une notion de force, et puis une notion de quantité de mouvement, et puis, ah tiens, la force est égale à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Non. Newton constate que si on fait rien à une particule, dp sur dt égale 0, c'est-à-dire P égale constante, et il appelle force ce qui fait changer exactement la dérivée de la quantité de mouvement. Ben là, c'est pareil. Soit P égale constante, et vous remarquez que P égale constante, ça équivaut à V égale constante. Donc on retrouve qu'une particule qui est isolée, qui n'est pas soumise à une force, a une quadrivitesse constante. Donc sa trajectoire est rectiligne dans l'espace-temps. Et donc, si ce n'est pas le cas, et donc dp quadrivecteur sur dt égale 0, et si ce n'est pas le cas, eh bien on appelle force, quadriforce, ce qui fait changer la quantité de mouvement. Par rapport à quoi? Par rapport à son temps propre, il n'y a rien d'autre qui soit universel. Donc ceci est une définition du quadrivecteur force. Alors maintenant, la question c'est, quelles sont les composantes de ce quadrivecteur au sein d'un référentiel? Bon, il suffit de l'écrire, puisque en fait, vous voyez que F, eh bien, c'est D sur D taux de quoi? Eh bien, de gamma MC, gamma MV, puisque P, c'est ça. Ou si vous préférez... et je m'arrête là parce que je sais que j'ai un peu débordé. Je peux le réécrire encore. Ce quadrivecteur force, c'est D sur D taux de, puisque P c'est ça aussi, je peux l'écrire comme ça, de E sur C P. Et donc, eh bien, la partie
la partie temporelle, c'est D, 1 sur C, dE sur d taux, et la partie spatiale, c'est dP sur d taux. Ah, attention, dP sur d taux, P, c'est le gamma mv, d'accord, mais P, c'est la quantité de mouvement, mais d taux, c'est pas l'intervalle de temps dans le référentiel. Si je l'écris dans le référentiel, j'ai évidemment dt qui vaut gamma d taux. Hein. Vous vous rappelez que d taux, le temps propre, c'est le plus petit possible. Dans tous les autres référentiels, gamma est plus grand. Hein. C'est Bob, dans son temps propre, qui vit moins longtemps. Alice s'écoule plus de temps pendant que Bob fait son voyage. Hein. Donc le temps propre, c'est toujours le plus court. Facile à s'en souvenir. Donc je peux réécrire ça. Bon, je remets ça, on verra après. Et là, j'ai simplement gamma dp sur dt. Et ça, c'est la force ordinaire. La force qui se manifeste dans le référentiel en question. Et on retrouve, on a gardé la loi de Newton. On a déterminé l'expression de P qui permet de garder la loi de Newton, parce que finalement, c'est la traduction au sein d'un référentiel de cette intuition que quand il y a une force, ça fait changer une certaine fonction de la vitesse. Donc c'est ça qu'on a trouvé. Donc finalement, ce que vous voyez, c'est que les composantes du quadrivecteur force, eh bien, c'est en partie temporelle, j'y reviens dans une seconde. En partie spatiale, ce n'est pas la force, c'est gamma F. C'est gamma F l'expression la composante spatiale. Et voilà. Et donc, pour la composante temporelle, donc, on a vu... Alors, comment j'ai fait ça? Je m'arrête là. On a vu... Oui, de la même façon, d taux, c'est 1 sur gamma dt. Donc ça, c'est... d taux, c'est 1 sur gamma dt. Donc ça fait gamma sur c dE sur dt. Et dE sur dt, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. C'est là où j'ai merdé. dE sur dt, c'est justement f scalaire v. Donc finalement, le quadrivecteur force, c'est gamma f scalaire v sur c, pour des raisons dimensionnelles, et gamma f. Voilà ce qu'est le quadrivecteur force. Quels sont Alors, le quadrivecteur, il est ce qu'il est. Par définition, c'est la dérivée par rapport au temps propre de la particule de son quadrivecteur quantité de mouvement. Mais au sein d'un référentiel, ces composantes, ce n'est pas F dans la partie spatiale, ce n'est pas la force ordinaire, c'est gamma F. Et la partie temporelle, vous voyez que c'est sa puissance, F scalaire V, la puissance calculée dans le référentiel en question, mais fois gamma à nouveau. Alors divisé par C, ça c'est pour vous voyez du coup que ça a la même dimension. V sur C, c'est en dimension, donc c'est gamma F et gamma F scalaire bêta, le facteur bêta. Bon, alors, excusez-moi, ça a été un peu laborieux sur cette fin. Alors, bon, bien sûr, maintenant, il faudrait voir comment s'exprime, mais l'ambition de ce cours, c'était d'introduire la géométrie de l'espace-temps, vous montrer qu'est-ce que ça implique, et quand même d'aller jusqu'à l'expression de la dynamique, c'est-à-dire voir qu'on peut traduire le principe fondamental de la dynamique dp sur dt égale force. On peut l'écrire à 4 dimensions, et le voilà. Donc on est allé au bout, et on a bien exprimé quand même ce qu'était P, ce quadrivecteur impulsion, comment le relier à la vitesse, et voir qu'il avait une composante temporelle du coup, qu'il fallait lui associer. Tout vecteur spatial ordinaire qu'on a l'habitude de voir à 3D, si ça a une réalité physique pertinente, ça ne peut être que la partie spatiale d'un quadrivecteur qui a une composante temporelle. Eh bien, la composante temporelle associée à ce quadrivecteur spatial, c'est précisément
l'énergie, en fait. Alors sur C, encore une fois, pour les raisons d'unité, mais donc c'est très agréable de voir qu'on a l'impulsion associée à l'énergie, puisque ce sont les deux grandeurs conservées en vertu de l'invariance par translation dans l'espace d'une part, dans le temps d'autre part. Et bien maintenant, c'est l'invariance par translation dans l'espace-temps. Et donc, c'est vraiment une entité globale, ce vecteur-là. Et on voit que les lois de la dynamique peuvent s'exprimer de la même façon, exactement comme ça, avec P qui s'exprime également en quadrivecteur comme chez Newton dans l'espace, mais évidemment, maintenant, chaque vecteur ici est un quadrivecteur. Donc on a exactement la même structure de la dynamique. Et après, donc ça c'est les lois cadres. Après, évidemment, ce qui va se passer, ça dépend des forces qui s'appliquent. Alors maintenant, il y aura toute la partie qui serait le cours suivant, qui serait de voir, ok, comment s'expriment les forces dans l'espace-temps, c'est-à-dire quelles sont les forces fondamentales qui s'appliquent. Et là, en fait, j'ai déjà en quelque sorte mâché le travail, c'est que on voit que les forces auxquelles on a affaire habituellement, eh bien, alors ce ne sont pas directement simplement les composantes spatiales de ce quadrivecteur, mais c'est gamma fois, c'est 1 sur gamma fois la composante spatiale de ce quadrivecteur. Bon, évidemment, quand V est petit devant C, ce gamma vaut 1 et on retrouve ce qu'on s'attend à voir. C'est-à-dire qu'on retrouve la force, bêtement la force ici, à ce gamma près, et ici la puissance. Et puis voilà. Voilà. Ok. Bon, je pense qu'il est tard. Donc je vais m'arrêter. J'aurais bien aimé vous montrer l'électromagnétisme parce qu'en fait, donc, on a pris le parti de faire cette relativité sans jamais parler d'électromagnétisme, des équations de Maxwell, de la lumière, etc. Parce que ce n'est pas une théorie de la lumière, la relativité. C'est une théorie de l'espace-temps. J'espère qu'au moins ce message est passé. Mais évidemment, historiquement, on est arrivé à la relativité parce que la théorie de la lumière, à travers les équations de Maxwell, manifestement violait les équations, les lois de la relativité galiléenne, avec le changement de coordonnées, x' égale x moins v0t, y' égale y, z' égale z et t' égale t. Bon. Ça ne fonctionnait pas, on pouvait pas quand on passe d'un référentiel à un autre, soit les lois de Maxwell ne sont vraies que dans un seul référentiel, mais alors lequel et pourquoi celui-là, ça tue toute l'idée que l'espace est relationnel, que ça ne veut rien dire d'être quelque part, puisque quelque part pour un référentiel, c'est toute une trajectoire pour une autre, bref, tout ce qu'on a dit au début. Donc, soit les équations de Maxwell ne sont valables que dans un référentiel et ça détruit absolument tout au plus profond de nos conceptions d'espace, soit effectivement les lois de Maxwell sont correctes, mais comme elles ne sont pas invariantes par ce changement de référentiel, eh bien c'est que ces lois de changement de référentiel, elles ne sont pas correctes. Et c'est comme ça que Lorentz, d'ailleurs avant Einstein, a déterminé la transformation de Lorentz. Il a remarqué que si on faisait ça, d'un seul coup, les lois de Maxwell, les équations de Maxwell, du coup, elles avaient la même forme dans tous les référentiels. Mais le sens à donner à ça, pour Lorentz, c'était juste, il a constaté ça. Bravo, bien vu, fallait le voir, très bien. Mais il n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire. Il avait bien constaté que ça impliquait que le delta x' n'était pas le même que le delta x, il y avait un facteur gamma, si on se met au même instant, etc., dilatation des temps, contraction des longueurs. Alors lui, il croyait que c'était en vrai, que les corps ils rapetissaient, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisque l'unité de longueur, si tous les corps se compriment, par exemple, dans la direction du mouvement, une règle avec laquelle vous mesurez la longueur aussi, elle se comprime. Et du coup, en fait, vous mesurez la même longueur quand même. Donc, en fait, ça ne veut rien dire. Bref, ça n'avait pas de sens, évidemment, et on comprend bien pourquoi maintenant. C'est que cette relation-là traduit des propriétés spatio-temporelles qu'on ne peut comprendre que dans le cadre, justement, de l'espace-temps de Minkowski, avec sa métrique particulière qu'on a vue en détail. Donc,
la suite de ce cours serait maintenant de montrer que, effectivement, les lois de l'électromagnétisme contiennent en elles, en fait, sont pleinement compatibles avec ce formalisme et contiennent déjà en elles-mêmes toutes ces invariances. En fait, elles sont déjà écrites en quelque sorte en termes de quadrivecteurs. Par exemple, et vraiment je m'arrête là, par exemple, vous avez div de E égale ρ sur epsilon 0, ρ de E égale mu 0, enfin, je sais pas, je vais mettre ρ de B égale mu 0j, etc., etc. Vous le mettez dépendante du temps, moins ρ de E, enfin, plus 1 sur C2, enfin, mu 0 epsilon 0, dE sur dt, etc. Et puis, vous avez, par exemple, vous avez l'équation de conservation locale de la charge, dρ sur dt plus div de J égale 0, par exemple. Voilà, vous avez ça, par exemple. Bon, eh bien ça, en fait, ça, ce n'est rien d'autre que nabla scalaire nabla quadrivectoriel, 1 sur moins 1 sur C d sur dt, et d sur dx, d sur dy, d sur dz. Et j, eh bien c'est ρ c, jx, jx, jy, jz. Voilà. En fait, chaque vecteur, le vecteur densité de courant, eh bien, en fait, ce n'est que la partie spatiale d'un quadrivecteur avec une composante temporelle. Et la composante temporelle, comme par hasard, c'est précisément ρ. Alors, toujours à un facteur de conversion d'énergie près. Et en fait, cette équation, c'est juste la divergence quadridimensionnelle de ce vecteur quadridimensionnel égale 0. Voilà, c'est tout. Toutes ces choses-là sont déjà contenues dans les équations de Maxwell, enfin, dans la théorie de l'électromagnétisme. Il y a déjà tout le formalisme quadridimensionnel. Et à chaque fois qu'il y a une équation écrite avec des vecteurs, en fait, ce n'est qu'une partie spatiale d'une équation quadrivectorielle. Par exemple, encore, vous avez le potentiel vecteur A et le potentiel V. Et vous avez ρ de A égale B, etc., moins gradient de V. Par exemple, quand vous écrivez E égale moins gradient de V, moins dA sur dt. D'accord, en électromagnétisme dépendant du temps. Ben, vous remarquez qu'en fait ça, ce n'est rien d'autre que, en fait, là-dedans sont associés un potentiel vecteur, 3 valeurs, et un potentiel scalaire, une valeur. Ça ferait bien un petit truc à 4 dimensions, ça. Eh bien oui, en fait, vous avez ce quadrivecteur, ce quadrivecteur potentiel avec comme première composante V sur C, et puis ensuite, comme composante spatiale, je vais le faire comme ça, composante temporelle V sur C, et composante spatiale, le potentiel vecteur standard. Et donc, vous voyez comme, enfin, voilà, c'est intéressant, après avoir établi la quadridimensionnalité de la réalité physique, de réécrire tout l'électromagnétisme en voyant qu'en fait, c'était déjà là. C'était déjà là, tout est déjà exprimé en quadrivecteur et à 4 dimensions. Bon. Pareil, quand vous avez des équations d'ondes, quand vous avez les ondes E puissance moins I, K scalaire R, moins oméga T. D'accord ? Ça, là, ce truc-là, l'onde plane, monochromatique, progressive. Mais ça, en fait, ce truc-là, ce n'est rien d'autre qu'un quadrivecteur K scalaire, le quadrivecteur R, tout bêtement, avec ici R qui vaut CT et R, d'accord ? Enfin, je vais écrire en ligne comme ça. Et K, c'est quoi ? Alors, la partie spatiale de K, de ce quadrivecteur d'onde, c'est le vecteur d'onde standard. Et la partie temporelle, c'est quoi ? Eh bien, c'est oméga sur C. Et si vous écrivez ça, eh bien, ça tombe tout seul. Vous faites ça scalaire ça fait moins ça fois ça, plus ça fois ça, le voilà. Et donc, vous voyez qu'en fait, c'est tout bête. Et c'est pour ça que c'est un différentiel. C'est un vecteur. Ils sont leur produit scalaire,
qu'il est. Vous pouvez vous mettre dans le référentiel que vous voulez. C'est les référentiels. Quelques exemples. On grave 2 minutes de plus. C'est dommage que j'ai perdu. La compréhension de la quadridimensionnalité de la réalité rend tout extrêmement simple. C'était en fait déjà donc oui. Bon, donc pour l'électromagnétisme, et aussi, enfin, dans un dans le contexte relativiste, où il y a des relatifs lumière, mais ça ne pose pas de difficulté